pour cet atelier intitulé sur la sécurité, en réalité qui va beaucoup parler de sécurité publique surtout, et puis également d'échanges, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit, sur des propositions en matière de lutte contre le terrorisme et surtout de prévention du radicalisme. Ça méritera d'ailleurs un petit débat, on va savoir quel est le rôle et la place que les collectivités peuvent avoir, doivent avoir sur ce sujet. Donc, nous réunissons, rapidement une petite présentation, hein, nous nous réunissons avec maire, adjoint au maire en charge de la sécurité depuis maintenant, une bonne année, là, hein, une bonne année de travail que nous avons fait, des collègues, que ce soit de Clermont, de Mulhouse, de Roubaix, etc., sont présents aujourd'hui, de Nantes, bien évidemment, Gilles, Nicolas, en charge à Nantes de ce sujet, sont présents. Et donc, on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés pour présenter. On avait un rendez-vous qui était prévu, qui est maintenu avec le nouveau ministre qui va expédier les affaires courantes pendant un mois et demi, mais quand on est ministre de l'Intérieur, il n'y a pas d'affaires courantes, c'est tous les jours quand même la difficulté sur le terrain, donc on va le rencontrer, on va lui faire part des propositions qu'on avait présentées, qui seront résumées, on y reviendra tout à l'heure, qui sont certaines très techniques, on va dire des choses comme l'autorisation de l'accès aux fichiers d'immatriculation des véhicules volés, ça c'était des véhicules volés, c'était une demande très précise que nous faisions pour faciliter la vie, des propositions d'expérimentation, des propositions aussi d'élargissement des compétences sécurité publique, on entend par là aussi tranquillité publique, et donc on a beaucoup parlé de la fermeture administrative d'un certain nombre d'établissements. Donc voilà, tous ces sujets sont là devant nous, avec peut-être une perspective, je ne sais pas où, il y aura comme d'habitude une compétition entre les villes. On nous parle d'une école nationale de formation des policiers municipaux. Moi je pense que quand on dit une école nationale, il vaut mieux avoir peut-être l'idée de l'école nationale, mais il vaut mieux avoir des écoles régionales en la matière, parce que c'est quand même concrètement sur le terrain que cela va se passer. Donc, sans plus tarder, ce que je vous propose, petite introduction, parce que je vois qu'il a travaillé, il travaille très bien en général, de Gilles, et puis le débat, et on essaie d'échanger le plus possible, parce que c'est le but, c'est celui-là, et pas de refaire ce qu'on fait dans nos réunions de travail. J'excuse le maire de Saint-Étienne, qui est très pris par sa métropole. Non, je plaisante, je le chambre un peu. Il n'a pas pu être là cet après-midi, avec lequel Gaël, on travaille régulièrement. Gilles, on t'écoute pour une petite intro, puis après on débat à partir des propositions, des remarques, des réflexions que tu as pu faire. Je vous prends 5 petites minutes en termes de présentation. Moi, le sujet que je voudrais vous parler, c'est la gouvernance de la sécurité. Il y a des évidences qui se posent aujourd'hui dans nos collectivités. Quand il y a des coups de feu dans un quartier, quand il y a un trafic de stupes très ancré dans un coin de notre ville, qui va-t-on voir? C'est le maire. Qui interpelle-t-on? C'est l'adjoint au maire. Est-ce qu'on va voir le DDSP, le directeur départemental de la sécurité publique? Non. Est-ce qu'on va voir le préfet? Est-ce qu'on interpelle le préfet au niveau de la presse? Non. C'est le maire qui est placé en situation de responsabilité de fait. Quand aujourd'hui il y a des opérations de maintien de l'ordre dans une ville, vous savez tous comme moi, tous les effectifs font du maintien de l'ordre. Il n'y a pratiquement plus de police dans une ville. On n'a aucun contrôle, aucun retour sur quels effectifs dont on dispose à tel moment T sur notre ville. Nous sommes aussi interpellés par les habitants, par le manque d'effectifs, le manque de ceci, le manque de cela, de la police nationale. Donc nous sommes interpellés, nous sommes mis en responsabilité par les habitants, mais nous n'avons pas les moyens de cette responsabilité. Quelles réponses nous faisons les uns et les autres? Elles sont différentes, mais je vais quand même les énumérer. Il y en a qui ont la position en disant la sécurité, c'est de la responsabilité de l'État, c'est pas moi, c'est lui. Donc cette position, elle est tenable à certains moments, mais sur la durée, elle est difficilement tenable. À d'autres moments,
certains polémiques avec l'État, en disant qu'il va manquer des effectifs, que ce ne sont pas les bonnes mesures qui ont été prises. À d'autres moments, d'autres d'entre nous, plus minoritaires, essayent de contractualiser avec l'État, essayent de définir quelques objectifs et essayer de se mettre d'accord pour que l'État veuille bien remplir quelques missions qui, pour nous, sont importantes au niveau de la ville. Mais beaucoup, de plus en plus, d'entre nous, tous presque, eh bien, on met plus de moyens. On recrute plus de policiers municipaux, on met plus de moyens financiers sur les questions de sécurité. En définitive, on fait payer le contribuable deux fois. Il paye au niveau de l'État et il paye au niveau de la collectivité territoriale. Ce dont on s'aperçoit, c'est que depuis un certain nombre d'années, l'État, soit l'a avoué à des moments politiquement, ou soit à d'autres moments à une stratégie cachée. C'est-à-dire qu'il veut se cantonner dans les grandes missions d'ordre public, de renseignement et voire un peu de judiciaire. Par contre, tout ce qui concerne la proximité et le problème des habitants qui vivent en direct, il s'en détache de plus en plus. Donc il se pose, moi je crois, aujourd'hui pour nous une vraie question et un risque, c'est-à-dire continue-t-on cette course à pallier les carences de l'État en déployant nos moyens propres, ou alors mettons en discussion, et je crois que dans le manifeste c'est l'occasion de suggérer aux candidats à la présidentielle, pose-t-on la question de la gouvernance de la sécurité dans nos grandes villes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, très concrètement, ça veut dire que plutôt que les objectifs soient fixés place Beauvau pour ce qui se passe à Dijon ou à Nantes, on a peut-être notre mot à dire pour savoir quelle politique de sécurité on doit mener dans nos villes. Ça veut dire très concrètement qu'on peut négocier des objectifs. Si moi je choisis par exemple le trafic de stupes ou la lutte contre les armes, etc., ça va être mes priorités pour les quartiers nantais. François Rebsamen, s'il a d'autres priorités sur Dijon, il les fera valoir. On est mis en responsabilité et on assume, puisque c'est nous qui rendons compte devant les citoyens et les électeurs. Donc il faut aussi que l'État nous accompagne. Donc, objectif fixé avec l'État. Ensuite, les moyens qui y sont affectés. Ce n'est pas le tout de dire, comme on a dit à des moments avec les contrats locaux de sécurité, on fixe des objectifs, mais on ne sait pas les moyens qui y sont affectés. Si on dit c'est plus de lutte contre les stupes, par exemple, ou le type de proximité, ça veut dire que l'équipe de stupes à la sûreté urbaine doit être renforcée, au détriment peut-être d'autres équipes. On assume ces priorités-là. Et de la même manière, sur les implantations de police. Donc on discute également des moyens. Et comme nous sommes dans des grandes collectivités et que nous avons également des moyens, on les distribue ensemble sur les objectifs visés. Ensuite, ce qui peut être vu aussi, c'est les moyens d'évaluation. Les moyens d'évaluation, puisque à partir du moment où les objectifs sont annoncés à la population et que police et justice vont marcher dans le même sens, eh bien, on associe les habitants à cette marche, à cette nouvelle gouvernance de la sécurité. Ce n'est pas de la décentralisation des pouvoirs de l'État, c'est une meilleure coordination et une coordination réelle. C'est ce que j'appelle, moi, une nouvelle gouvernance de la sécurité. Donc, est-ce que l'État est prêt aujourd'hui, plutôt que aujourd'hui de se replier sur ses missions régaliennes, à partager les objectifs avec les collectivités locales? Moi, sur cette proposition, c'est nouvelle gouvernance de la sécurité. Non, c'est bien. C'est bien, c'est des sujets qu'on a abordés, mais c'est bien de l'évoquer ici comme tu viens de le faire. Il y a eu, moi je vais donner tout de suite la parole pour qu'on puisse échanger sur la présentation et la proposition que tu fais. Il y a eu une grande période de contractualisation dans les années 90, on va dire, jusqu'à 2000. Il y a une grande période de contractualisation entre l'État et les collectivités locales sur des objectifs qui étaient définis en commun assez souvent, mais nous étions dans une période où il n'y avait pas eu les baisses d'effectifs de policiers comme il y en a eu dernièrement, et l'État pouvait encore, pas toujours, mais pouvait encore faire face à des missions qui étaient
assumés par lui, hors l'ordre public, hors le judiciaire et hors le renseignement. C'est-à-dire des missions de police de proximité, de tranquillité publique, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, la police de proximité a disparu. J'ai lu que quelques candidats envisagent de la remettre au bout du jour. Il va falloir des effectifs pour le faire. C'est assuré si cette volonté est affirmée. Mais nous, en tant que collectivité, on a entre-temps compensé, transformé, répondu aux absences de réponse de la police nationale qui a été tournée, tu l'as bien rappelé, et j'ajouterai maintenant en plus, quand tu dis renseignement, j'ajouterai police de l'air et des frontières, etc., lutte contre le terrorisme, et donc beaucoup d'affectation personnelle sur ces thématiques-là. Et donc abandon pour nous, sur le terrain concrètement, les postes de police avec personne dedans, plus de présence policière, ce que j'appelais gardien de paix, qui était là, qui connaissait les gens, tout ça a disparu. De manière différente, parce que c'est normal, les situations sont différentes, les collectivités ont répondu à leur manière. Certaines en ne bougeant pas, d'autres en essayant de répondre sur tel ou tel sujet. Moi, je donne un exemple, parce qu'on donne toujours des exemples de ce qu'on vit. En ce moment, j'ai l'impression qu'on est submergé. Moi, je suis submergé par les problèmes dans une ville comme Dijon, qui est pourtant une des villes, me dit-on, les plus sûres de France. Ce qui fait toujours plaisir à entendre, mais voilà, et hier, c'était à la mitraillette qui se... Voilà, il y a des points de vente de drogue absolument partout dans la ville. Les jardins publics deviennent des lieux d'échange de drogue. Il y a des problèmes de dire, on peut considérer que c'est quelque chose d'assez banal. Il va y avoir 150 à 180 véhicules qui brûlent chaque année. Enfin, c'est quand même pour un maire. Enfin, je ne crois pas être particulièrement réactionnaire, mais je suis particulièrement juste à la matière. Il n'empêche que c'est insupportable. Des choses comme ça, c'est insupportable. Des gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux sans être obligés de baisser les yeux pour ne pas être agressés, etc., etc., etc. Donc, on fait tout ce qu'on peut, des nouveaux policiers municipaux, des embauches supplémentaires, avec des moyens en moins, on fait ce qu'on peut, et des systèmes de médiation avec les bailleurs sociaux, etc., etc. Il n'empêche, ça continue de se développer, et donc il n'y a plus de réponse en face. On ne peut pas aborder le problème de la relation que tu proposes, une forme de contractualisation, la gouvernance partagée, voilà. On ne peut pas l'aborder sans évoquer le problème de la justice, je voudrais le dire ici. Parce que s'il n'y a pas une réponse adaptée de la justice aux actes de délinquance et à l'action de la police nationale ou des polices municipales, ça dépend des endroits, s'il n'y a pas de réponse, eh bien le phénomène s'amplifie. Les délais de réponse de la justice sont un véritable problème dans ce pays. Ça peut atteindre dans certains départements de l'Essonne, par exemple, 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et pendant ce temps-là, il ne se passe rien, et donc c'est, comment dire, décourageant pour l'action de la police nationale, c'est décourageant aussi pour l'action de tous ceux qui concourent à la sécurité et à la tranquillité publique. Donc tout ça nous emmènerait plutôt, moi c'est mon idée, c'est celle que tu viens de présenter, vers une définition assez précise, différente suivant les endroits, c'est tout à fait juste, des priorités qui peuvent être différentes, d'une définition d'abord par nous-mêmes, d'une réflexion des collectivités sur quelles sont les priorités, on le voit sur le territoire à cet instant T, et demain que nous souhaitons développer, qu'est-ce qu'on a fait pour tenter d'y répondre, et qu'est-ce qui relèverait demain, dans un cadre d'une gouvernance partagée, de l'effort que l'État peut faire avec nous, et les moyens, alors cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas avant, tu avais raison, des moyens qui pourraient y être affectés, des moyens différents suivant les priorités déterminées, et à partir de là, une nouvelle forme de contractualisation qui pourrait se faire. Ce que nous avait dit le directeur de la sécurité publique quand il était venu, le directeur national de la sécurité publique quand il était venu nous voir, c'est que les policiers supplémentaires qui avaient été embauchés, ils ont servi prioritairement jusqu'à la dernière sortie d'école, celle-là. Ils ont servi à la lutte contre le terrorisme. D'abord, c'est-à-dire police de l'air et des frontières, il faut voir comment les effectifs ont été fortement augmentés, recréer une police territoriale, du renseignement territorial, pardon. Et maintenant, ces policiers qui sortent sont affectés sur la sécurité publique, sur le terrain. Donc on a à partir de là, on a remplacé ceux qui s'en vont, hein, ça aussi, on a à faire face à tous les problèmes de hors-sup, enfin, qui existent.
les charges indues, je vous passe tout ça. Hein, on redécouvre, après un quinquennat, que c'est mieux qu'il y ait plus de policiers sur la voie publique que dans les bureaux, que les tâches indues qui pourraient être assumées d'ailleurs par la police municipale s'il y avait sur certains sujets des accords, comme c'était fait à un moment, ça réapparaît. Donc en faisant des efforts conjoints, on devrait pouvoir commencer à apporter des éléments de réponse que nos concitoyens attendent. Voilà ce qu'on vous propose, par-delà des positions très précises, des avancées très précises sur tel ou tel point, parce que c'est pas mal d'éclairer quand même cette volonté par des demandes précises pour montrer qu'on a été jusque dans le détail. On l'avait fait dans nos commissions où on avait parlé, ici on le répète, il y avait d'autres sujets, mais on l'avait déjà dit, l'accès aux fichiers, l'expérimentation des contrôles d'identité, on en a parlé, certains sont prêts à essayer, les formations pour les types d'armement, etc., etc. J'ai été aussi un peu trop long, oui, ça m'arrive. Et donc, la parole circule, bien sûr, et donc c'est notre collègue de Roubaix, vous vous présentez, parce que tout le monde ne se connaît pas, nous on se connaît, qui va... elle n'a pas fait de long chemin, elle n'a pas fait un long chemin, donc voilà. Je suis en pleine forme. Bonjour à tous, je suis Margaret Penel, adjointe à la sécurité de Roubaix. Ce programme est très bien, seulement je crois qu'il faut profiter d'abord du changement de présidence et de députés pour au moins éclaircir une bonne fois pour toutes, police, armée, police municipale, toutes armées ou non. À mon sens, si on veut vraiment contractualiser avec l'État, et aussi compte tenu de la violence de plus en plus jeune et agressive et avec armes de ceux qui sont en face de nous, je pense que la décision d'armer toutes les polices municipales doit être prise. Là, la police municipale de Roubaix est armée de PIE, de LBD. Par contre, dans les contrôles conjoints, les uns sont armés en létal, les autres ne sont pas. Hier, on a fait des opérations conjointes. Les policiers municipaux, en cas d'agression avec armes, qu'est-ce qu'ils font? On doit se cacher derrière les voitures. Donc je pense que dans l'état actuel, et si on veut conventionner à l'État et donner beaucoup plus de responsabilités aux polices municipales, et aussi pour enlever pour certains maires quand même la question psychologique, émotionnelle, de prendre seul la décision, parce que à ce moment-là, c'est lui seul qui est en première ligne. Je le répète assez souvent, mon maire a 3 jeunes enfants, j'ai pas envie que sa famille aille lui porter des oranges à Sequedin parce que la législation fera qu'il aura pris une décision et qu'il sera le seul à l'assumer. Donc si on veut contractualiser avec l'État et prendre toute la place d'une police municipale, il faut que la décision soit votée, armement, point barre. Et elle lance le débat de manière assez abrupte. Et pour la justice, effectivement, on arrête des dealers, la police nationale vient au CSU, on monte des dossiers sur des multi-récidivistes, seulement lorsqu'ils passent en comparution, les dossiers ne sont pas à jour, les casiers ne sont pas à jour, il y a 1 an, 2 ans de condamnation, ce qui fait qu'ils sont condamnés sur ce qui est inscrit. Je crois qu'il faut aussi donner les moyens à la justice d'avoir des greffes beaucoup plus réactifs. En plus de ça, avec tous les moyens actuels, il ne faut quand même pas 6 ans et une personne derrière une machine à écrire pour rentrer les jugements. On doit quand même progresser quand on voit l'état des tribunaux et des archives dans les cartons et des greffes embouteillées. Là aussi, on peut se poser la question. C'est vrai que les jugements ne nous satisfassent quelquefois pas, mais ça... c'est la décision de la justice, encore faut-il qu'ils aient les informations à jour sur certains individus. La chance qu'a Dijon, c'est d'avoir l'École nationale des greffes. Les 2 plus importantes promotions de ces 10 dernières années viennent d'être créées. Et donc, il va y avoir plus de greffiers sur le terrain, on a besoin de greffiers. Combien de décisions de justice ne sont pas vraiment rendues parce qu'il n'y a pas de greffiers? Donc c'est clair, c'est une promotion de 350 là, qui va sortir, puis une autre de 350, mais là c'est l'occasion de le dire à n'importe quel futur président,
ne faut pas que demain, on refasse le contraire de ce qu'on avait fait, de ce qu'on vient de faire là. Il ne faut pas, quand on vient de créer une promotion de 350, que demain, on arrête les promotions. Parce que la politique de l'État, qui n'est pas une politique, on pourrait dire, de gestion prévisionnelle des effectifs, on la paye tout le temps. Donc nous, on souhaite qu'il y ait une continuité. Moi, je pense qu'il faut garder à chacun sa liberté de faire ce qu'il veut. D'ailleurs, Brest n'a pas de police municipale. Clermont-Ferrand. Voilà. Pardon. Oui, bien. Jérôme Godard, je suis adjoint au maire en charge de la sécurité à la ville de Clermont-Ferrand. Je voudrais rebondir sur certains sujets qui ont été abordés ici, notamment sur la contractualisation par ville ou même, même si c'est au niveau de l'État, avec la police nationale. Une des problématiques, parce que je crois que le sujet était bien saisi, vous avez pris l'exemple des stupéfiants. Effectivement, on est interpellé par nos habitants, on reçoit régulièrement, mais pourquoi vous faites rien? On voit le trafic devant nos yeux, on sait que si, on sait que là. Mais la police, elle, n'a pas le même objectif. L'objectif de la police, c'est de remonter la filière. Et donc, on se retrouve en contradiction complète entre nos problématiques, nous, au niveau gestionnaire de la ville, et eux, au niveau remonté, au niveau des stupéfiants. Donc ça fait quand même partie des sujets où un jour, il faudra bien résoudre le problème, parce que tant que le gros trafic n'est pas arrêté, on se retrouve avec les gamins, parce que c'est souvent des gamins porteurs de peu de choses, et malheureusement, on a beaucoup de mal à apporter de réponses, et les gens continuent effectivement à baisser la tête, à avoir peur, à avoir des regroupements dans l'immeuble, et à avoir un certain nombre de problématiques auxquelles je crois, en tout cas dans les grandes villes, nous avons tous à faire face. Deuxième point sur la justice. Sur la justice, il existe un outil, nous on l'a utilisé à Clermont-Ferrand, enfin quand je dis nous, il faut que ce soit déclenché par le procureur, c'est sous sa responsabilité, qui est le groupement local de traitement de la délinquance, où il y a une réponse judiciaire quasi immédiate. Ça implique effectivement, entre la ville, le DDSP et le procureur, une proximité qui fonctionne très bien, mais ça ne peut pas être un dispositif pérenne, parce qu'il crée des inégalités sur le territoire, c'est-à-dire qu'on risque de stigmatiser certains endroits de nos villes. Il faut faire très attention, donc c'est pour ça qu'il est limité d'un point de vue géographique et il est limité dans le temps aussi. Voilà, et il y avait un dernier point que je voulais aborder concernant l'armement des polices municipales. Je dis attention, parce que les polices municipales sont développées partout, y compris dans des villes moyennes, même si ici on a affaire à des grandes villes, dans des villes moyennes, voire des petites villes. Pour certains, des fois, il s'agit de l'ancien garde champêtre, et pour en connaître quelques-uns, je vous dis franchement que j'ai pas envie de les voir armés. C'est vrai qu'ils ont pas de prise de parole. Tu répondras, t'as noté, hein. Tu répondras, on reprend, etc. La parole circule, je t'en prie. Et puis, Chenauve, le maire de Chenauve. Donc Daniel Posneau, je suis adjointe au maire à Besançon à la sécurité et à la tranquillité publique. Donc je voulais revenir sur les propos de Margaret. C'est vrai que sur l'armement de la police municipale, aujourd'hui, donc Besançon n'a pas armé de façon létale ses policiers municipaux pour la bonne raison que les compétences des policiers municipaux, étant ce qu'elles sont actuellement, il n'était pas du tout dans l'idée d'armer les policiers municipaux. Alors après, effectivement, si on travaille ensemble sur une redéfinition des compétences de la police municipale, là on pourra peut-être revoir. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à la contractualisation, on a fait, le préfet de Besançon, enfin, du département, a convoqué les élus en réunion avec l'intitulé Relations avec la population et les services publics. Et en fait, ce qu'ils nous demandaient, c'était un tour de table. Donc il y avait donc Montbéliard, Sochaux, Pontarlier, Besançon. C'était un tour de table pour savoir ce que les collectivités avaient mis en place pour assurer la tranquillité publique et la sécurité publique. Et en fait, voilà, chacun a décliné un petit peu voilà, le travail qui était fait, mais il n'y a pas eu vraiment de retour voilà, de la part du préfet nous disant ben, nous on peut faire ça, on peut mettre ça en place, etc. etc. Donc là c'était vraiment de la part des collectivités d'annoncer le travail qu'ils pouvaient faire. Et donc quand on parle de contractualisation, il va falloir travailler. Quoi, je crois. Oui, voilà, comme dit François, il faut être deux. C'est ça. Bon. Ce qui vous est proposé, c'est vraiment un changement de paradigme. Ce n'est pas le préfet qui convoque, c'est un accord que l'on provoque entre nous. Ce n'est pas un changement non plus de la police municipale qui va travailler avec la police nationale et qui va se retrouver sous les ordres de la police nationale. C'est pas ça du tout. Et qu'il faut qu'il soit armé et équipé comme la police nationale et qu'il y ait les mêmes grades.
Ça veut dire très clairement la gouvernance de la sécurité, ça veut dire, monsieur le préfet, on se met d'accord sur tel et tel objectif dans ma ville. Je veux que sur tel pâté de rue, maintenant il y a des patrouilles régulières. Vous allez me dire combien d'effectifs vous y mettez, comment on mixte avec la police municipale. Monsieur le procureur, quelles vont être les affaires qui vont être priorisées en convocation en justice, etc. C'est ça la contractualisation. C'est pas une réunion mondaine où on va, avec un préfet qui va bien vouloir discuter avec nous. Je veux dire, on est quand même des grands garçons, on est des adultes, on sait ce que notre population veut en matière de sécurité. Donc ça veut dire très clairement qu'on va se fixer des objectifs en commun et on ira rendre en commun devant la population sur ces questions-là. C'est vraiment un changement d'habitude, en gardant chacun nos spécificités. Il n'est pas question pour moi, à Nantes, d'aller commander la police nationale. Il n'est pas question pour le préfet qui vienne commander la police municipale, qu'il me dise ce qu'il faut faire en matière de prévention situationnelle. Mais si moi je mets des caméras à tel endroit et que je vois qu'il n'y a pas d'effectif de la police nationale qui intervient et qu'on s'en sert que pour l'élucidation, c'est pas la peine, c'est trop cher, monsieur le préfet, pour ce qu'on en fait. Donc ça veut dire vraiment, on change, c'est-à-dire que aujourd'hui, les priorités qui sont fixées, c'est les cambriolages, la baisse des cambriolages. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attaquer au cambriolage, mais c'est peut-être pas la priorité de Dijon, c'est peut-être pas la priorité de Nantes, c'est peut-être pas la priorité de Roubaix. Ça veut dire que la priorité locale passe avant la priorité nationale. Mais si ça, c'est pas codifié au niveau national, le préfet ou le DDSP va toujours s'appuyer sur le fait que lui, il est obligé de rendre compte à Paris, qu'il ne peut pas, que les effectifs doivent être prévus comme ça, le procureur pareil. Donc il faut que ça, en tant que les candidats à la présidence de la République, pour ce qui concerne les grandes villes, parce que je pense que dans un premier temps, il faudrait faire une expérimentation sur les villes de plus de 150 000 habitants, mais ça peut être discuté, parce qu'elles ont des services et des effectifs elles sont en capacité de discuter avec l'autorité étatique, et on doit tirer, si on arrivait à mettre en place cette gouvernance de la sécurité, un certain nombre de leçons au bout d'un an et demi, pour qu'il y ait vraiment un changement de pratique. Je reviens pour votre question sur les stupes. Effectivement, la police, si vous écoutez la culture d'entreprise, c'est comme quand vous écoutez des professionnels dans n'importe quel métier. Ils ont leur culture d'entreprise, ce qui est tout à fait normal. Ils ont leur manière de fonctionner. Et ce qui fait un grand flic, c'est une grande affaire, il faut remonter, etc. Mais le sujet, c'est la résolution de problèmes pour l'habitant, nous condensons. C'est pas la résolution des affaires de la police ou de la justice. Donc je peux comprendre que, étant un ancien professionnel de la police, qu'ils aient leur propre logique. Mais je veux dire, nous, on a la logique de l'habitant. Alors, si on déplace même le trafic de stupes de 300 mètres, parce que de toute façon, il faudra peut-être poser la question autrement sur le trafic de stupes dans ce pays, notamment au niveau du cannabis, mais ça veut dire que très concrètement, on veut que ça bouge. Parce que si on veut que les habitants retrouvent de la confiance dans les institutions, il faut que sur des lieux de deal connus, eh bien au moins que ça change. Et même si ça ne disparaît pas complètement, que ça change de lieu. C'est ça, c'est cette logique-là. Alors ça ne les empêche pas de travailler après sur leur filière, leurs trucs, etc. Mais tant que ces problèmes-là ne sont pas résolus, les habitants continueront à perdre confiance dans la police et dans les institutions. C'est ce paradigme qui doit changer. Donc ça veut dire qu'on est d'accord pour vous travailler sur vos trafics, etc. Mais résolvez déjà à la place Rosa Parks, à la place des Dervalières, des places à Nantes qui sont connues pour ça, résolvez déjà ce problème-là, et après on vous écoutera. Ce qui veut dire qu'on peut comprendre à des moments leurs problématiques d'effectifs de ceci, de cela. Mais il faut qu'ils comprennent aussi, nous, la problématique qu'on a avec les habitants et de rentrer dans un mode de fonctionnement, de résolution de problèmes, et non pas de fonctionnement de service. Je pense qu'il faudra faire partager cela au futur ministre de l'Intérieur, et assez rapidement. Parce que c'est des choses qu'on peut mettre en place dès le début d'une mandature et qu'on ne peut pas mettre en place après. Et donc, c'est pas la dernière année, les 2 dernières années qu'on peut faire ces choses-là. Donc ça, c'est clair. Donc il faudra qu'on soit très précis, très vigilant pour faire une demande immédiate, autant au titre de France urbaine,
pour effectivement qu'on démarche cette proposition. J'ajoute qu'on pourrait préparer aussi un contrat type dans la démarche. Je dis ça pour aider les maires. Je pense on pourrait préparer, après chacun mettra ce qu'il veut dedans, ça c'est clair, dans les priorités, mais on pourrait écrire une démarche. J'avais fait à un moment, quand on faisait les contrats locaux de prévention de la délinquance, avec la démarche, voilà, j'avais fait tout ça, donc c'est pas mal, ça peut aider. Après, chacun met sa priorité, les débits de boissons, les rues, etc., le jardin public où on vend de la drogue devant tout le monde, etc., etc. Le maire de Chenôve. Oui. Thierry Falconet, maire de Chenôve. Moi, je voudrais tout d'abord réagir à ce qui a été dit sur la question des moyens. Je pense qu'il faut qu'on sorte les questions de tranquillité publique et de sécurité du champ polémique, politique. Alors je le dis, moi j'ai mes opinions sur la question, mais on ne peut pas continuer dans les campagnes électorales à faire de cette question, qui est une question sensible pour nos concitoyens, des questions polémiques, et dire que les uns ou les autres auraient la solution miracle, c'est pas vrai. Voilà, donc je pense que comme certains sujets, comme ce qui avait été essayé à un moment donné sur les questions d'immigration, sur les questions de développement, d'aide au développement, il faudrait qu'on sorte ces questions. Alors je sais que c'est difficile, que TF1 certains journalistes de TF1 vont se retrouver au chômage, mais il faut vraiment, BFM Télé, mais il faut vraiment qu'on sorte ces questions parce qu'elles sont sensibles. Moi, je voudrais dire aussi qu'il faudrait qu'on réaffirme que le maire a tout son rôle à jouer dans la coordination de la prévention et de la lutte contre la délinquance sur le territoire communal. C'est le maire, pour les raisons que vous avez évoquées, c'est le maire qui connaît le mieux son territoire, sont les élus locaux, et qui doivent effectivement, avec les services de l'État compétents, police, justice, mais aussi avec tous les autres acteurs de la prévention, de la médiation, coordonner les politiques de prévention et de lutte contre la délinquance. Et puis se pose une question qu'on est en train de poser au niveau de Dijon Métropole, c'est la question de l'intercommunalité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on répond à des problématiques communes dans des quartiers différents de l'intercommunalité, parfois dans des communes différentes de l'intercommunalité, et parfois dans des zones différentes, parce qu'on a des quartiers en zone police, des quartiers en zone gendarmerie, avec des méthodes qui ne sont pas les mêmes, avec des habitus qui ne sont pas les mêmes, et il faut que là, il y ait une vraie coordination des politiques, de manière à ce qu'à l'échelle communale, les politiques qui sont menées à l'échelle communale répondent à ce qui peut être fait à l'échelle intercommunale, qu'on ait une vraie cohérence, une vraie cohésion de politique publique sur une intercommunalité. Et puis, moi je voudrais terminer sur la question de l'armement. Je crois qu'on a tous la possibilité de contractualiser sur l'armement. Nous on a une convention police municipale, police nationale sur l'armement de défense. Parce que quand on parle de l'armement, là aussi il faut savoir de quoi on parle. Effectivement que nos policiers municipaux aient les moyens de se défendre avec des bâtons de défense, avec des bombes lacrymogènes et ainsi de suite, c'est une chose. Ensuite, passer à l'armement létal, alors qu'on n'a pas défini quelles sont les compétences des polices municipales, moi je pense que ça c'est un travail du législateur, c'est un travail d'orientation politique nationale, c'est-à-dire de dire voilà, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui des polices municipales, quel pourrait être leur rôle demain avec les compétences réglementaires qui sont fixées, et ensuite on posera la question de l'armement en fonction de ce qu'on aura dévolu aux polices municipales. Mais surtout ne pas en faire un élément polémique. Je voudrais rappeler quand même ce qui s'est passé à Nice. Nice, voilà, les polices municipales sont armées depuis longtemps, c'est une des villes où d'ailleurs il y a une convention entre la police nationale et la police municipale pour se répartir les tâches. Les policiers municipaux interviennent de nuit, peuvent interpeller, ils peuvent faire des contrôles d'identité à Nice. Ça n'a pas empêché l'attentat de Nice. Oui, alors, bon, sur l'armement, je crois qu'on va retenir l'idée que chacun a pu évoluer. Moi, j'ai évolué. Moi, je ne voulais pas du tout armer la police municipale à l'époque. Je ne veux toujours pas l'armer d'armes létales, pas question, parce que moi, j'ai peur qu'ils se blessent, s'ils ne sont pas formés, je le dis comme ça, c'est vrai. Mais par contre, vu qu'ils travaillent le soir maintenant, début de la nuit, ils ont des tasers pour quand ils sortent, etc. En tant que... C'est fini les clivages, ils ont disparu, je veux te rassurer. Le jour où j'ai vu qu'il y avait le maire de Brest
Brest, mais c'est pas la même problématique. Il y a quand même beaucoup de militaires à Brest, hein, je voudrais quand même le dire. Hein. Il n'y a pas de police municipale. Quand j'ai vu que Manuel Valls avait armé sa police municipale d'armes létales, je me suis dit qu'il y avait quand même des différences entre les gens. Donc, c'était plus des orientations politiques, c'était des choix qui correspondaient à des déterminations locales. Voilà, chacun fait ce qu'il veut dans sa commune, dans la matière. Hein. Ça, alors évidemment, la responsabilité, c'est celle du maire après. Ça, c'est clair. Hein, ça, voilà. Mais chacun s'assume. Mais je pense que ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des évolutions. Parce qu'il y a eu des retraits de la police nationale. On va dire les choses quand même clairement. La police nationale, c'est depuis une dizaine d'années retiré progressivement des quartiers. Voilà. On va pas, c'est de la proximité, on va pas refaire le film. Maintenant, nous, on veut qu'on avance. J'ajoute quand même qu'il faudra demander aussi au ministre de l'Intérieur que ce ne soit pas des jeunes directeurs de cabinet, directrices de cabinet, qui dirigent la police sur le terrain et les réunions de police. Parce que ça, faire la formation en même temps de ces jeunes énarques, c'est assez difficile hein, pour des maires qui ont un peu de bouteille. Je dis que ça, franchement, quand on voit ça, invraisemblable, comme un jeune énarque qui sort de sa première mission, il est directeur de cabinet du préfet et il dirige les services de police qui sont des gens compétents, et voilà. Et c'est tout juste s'il ne dirige pas les opérations de maintien de l'ordre. Enfin, d'ailleurs, il les dirige. Donc c'est pour ça que ça passe mal des fois. Mais bon, tout ça, il aurait fallu y réfléchir il y a 5 ans, ça c'est pas fait. On poursuit. Il n'y a plus de... Oh, voici... Non, voici. Oui, non, Jacqueline va... Présente-toi. Jacqueline Naquet, députée d'Arras. Elle est d'ici, alors. Voilà, c'est pour ça que je voulais me présenter. Moi, je vais faire une remarque. C'est assez séduisant, la proposition de cette contractualisation, et j'adhère assez bien à ce principe. Mais je dirais que la tranquillité, c'est l'affaire de tous. Et dans ces contractualisations, il y a bien entendu la police nationale, municipale, il y a aussi la justice, mais il y a des institutions qu'il ne faut surtout pas oublier. Dans la prévention de la sécurité, mais aussi dans l'aspect curatif, il y a l'éducation nationale qui doit jouer un rôle. Et ne pas oublier, quand on va aller vers ces démarches de contractualisation, de les associer en amont et en aval sur le sujet. Je pense aux bailleurs sociaux, qui ont un rôle très important à faire dans la tranquillité de tous. Hein, et regarder un petit peu de quelle manière on peut associer les habitants. Bon, c'est une remarque complémentaire, mais je crois que si on veut de l'efficacité, si on veut du résultat, je crois qu'il faut aller vers effectivement une plus grande coordination sur toutes ces institutions. Est-ce que je peux juste complexifier encore un petit peu, parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait échappé. Moi, je veux complexifier. Bon, les bailleurs sociaux, ils n'ont pas respecté toujours les obligations qu'ils avaient à avoir des concierges, etc. Ça aurait changé bien la vie. À un moment, ils ne l'ont pas fait. Donc maintenant, ils peuvent participer à des opérations de médiation, etc. Mais on a oublié un acteur, là, qui est un acteur important, et je voudrais complexifier, c'est ce qu'on appelle la sécurité privée. Mais oui, parce que cette coproduction, elle se fait en ce moment déjà sur le terrain, elle ne se fait pas à 2, mais elle se fait à 3. Et donc, je souhaite qu'on introduise dans notre réflexion le rôle et la place de la sécurité, des organismes de sécurité privés à créer, bien sûr, je parle de, etc., et qu'on définisse aussi leur mission, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis arrivé à faire sécuriser des espaces publics par les sociétés privées. Je le dis clairement. Voilà, pas uniquement des concerts. Pas uniquement des concerts, des places qui sont protégées des dealers et tout par une société d'entreprise privée de protection. Donc on ajoute ça, la coproduction, elle se fait à 3, sous l'égide de la responsabilité du maire. Hein, vous êtes d'accord ? Voilà. Oui, moi, pour revenir sur ce que votre remarque tout à fait justifiée, je crois que si on va vers cette gouvernance, il faut que les acteurs y soient bien ciblés. Le maire, parce que le maire, c'est l'autorité de police et c'est lui qui est responsable, j'ai envie de dire, de la tranquillité publique dans sa ville. C'est lui, c'est pas l'éducation nationale, c'est pas les services sociaux, c'est lui qui est responsable. Le préfet, il représente l'État et les moyens de l'État. Et la justice, le procureur représente la justice, ce pouvoir indépendant. Ce marché, il doit se faire à 3 têtes. Il ne faut pas multiplier les têtes. On connaît les CLSPD. À des moments, c'est des réunions fort ennuyeuses et peu productives.
Donc, on voit d'autres acteurs également. Mais à partir du moment où on a bien contractualisé que nos objectifs sont clairs, ça veut dire que chacun dans son domaine, dans le domaine de la prévention pour ce qui est de la ville, par exemple, hein, puisqu'elle tient aussi le CNPD, elle va décliner par rapport à ses priorités. Ça veut dire que la police nationale va décliner aussi par rapport à ses priorités. Si on a mis l'accent sur les véhicules volés, comme ça a été le cas à un moment à Nantes, eh bien le DDSP, s'il est intelligent, il créera une unité spécifique, ce qui a été fait à Nantes, et l'élucidation montera à 30 à 40%. Donc il changera une organisation dans son service. Et la justice, eh bien, également, si on priorise tout ce qui est le feu dans l'habitat social, eh bien ces affaires sont plus particulièrement suivies. Ne multiplions pas les têtes, je ne veux pas dire les têtes pensantes, parce qu'on est toutes têtes pensantes, mais les autorités. Ça va déjà être suffisamment un peu compliqué, ça va vraiment faire changer l'État, et je crois qu'il faut assumer nos propres responsabilités en tant que maire ou adjoint maire sur ces questions-là. Parce que c'est nous qui rendons compte aux habitants de par ce pouvoir de police. Donc c'est notre contractualisation. Si moi je m'engage sur un certain nombre de sujets, naturellement il faut être sérieux avec l'État, c'est pas au bout de 6 mois parce qu'il va se passer un fait divers dans un autre quartier qu'on va changer les priorités. Il faut se tenir un peu dans la durée. Et on va dire d'où l'évaluation. Et c'est sur cela qu'on ne va pas avoir le DDSP qui va venir nous chanter au CNSPD les chiffres de la délinquance, etc. Non, ce sera les priorités qu'on aura fixées, comment elles évoluent, etc. et leur rencontre aux habitants. Donc je crois qu'il ne faut pas multiplier les intervenants. Et pour ce qui est des moyens, la police municipale, vous parliez de l'armement. Elle est armée, enfin, comme Dijon, non, on est avec le flageolet en termes d'équipement collectif. Mais je crois que là aussi, il faut qu'on mette fin à cette course par rapport à la police nationale où nos missions sont différentes. Il faut qu'on garde ces spécificités. Il faut qu'on arrête de pallier les déficits ou les manques de l'État. La nouvelle gouvernance de la sécurité, ça permet d'arrêter cette course où on pallie les déficiences. Et elle doit remettre tout le monde à sa place pour des objectifs définis par la municipalité. Et donc, je crois que l'armement ou plus de pouvoir judiciaire à la police municipale est quelque peu contradictoire, et je comprends des fois on est poussé par exemple, est quelque peu contradictoire avec cette gouvernance. La gouvernance, ça veut remettre la police, la justice sur nos priorités, mais ça ne veut pas dire continuer à faire la course ou à pallier les insuffisances de l'État. C'est tout l'enjeu de la nouvelle gouvernance de la sécurité. Sauf si le maire le décide, puisque c'est lui qui décide. Donc les réponses vont être différentes suivant. Et moi je pense que c'est cette méthodologie sur laquelle on doit pouvoir travailler et avancer pour demain faire des propositions nouvelles en la matière qui permettront, avec les effectifs qu'on connaît et qui, je l'espère, vont continuer de progresser en la matière et retrouver un niveau stable, parce qu'ils ont été sérieusement quand même touchés, permettent à nouveau d'assumer des responsabilités. Oui, je vous en prie, je ne vous connais pas, mais... Sophie Leduc à la communauté urbaine d'Arras, directrice prévention. Vous rejoindre dans un premier temps sur le projet de contractualisation, c'est important, mais avec une exigence de transparence. Vous parliez des effectifs, vous parliez tout à l'heure des postes de police de proximité qui sont fermés pour permettre des redéploiements. Il faut derrière, à un moment donné, qu'on mette des chiffres. Il y a eu une intervention des élus du territoire sur les effectifs de police dans la circonscription ici à Arras. On a mis du temps à connaître les chiffres en matière d'effectifs. On nous a tout donné avec les officiers, avec les personnels administratifs, avec les opérationnels. On est passé de 0 à 100 effectifs d'écart en fonction des périodes auxquelles on demandait ces chiffres. Donc il faudra qu'on ait ces exigences-là. Vous preniez l'exemple d'axes d'intervention, qu'on parle de la lutte contre les cambriolages, ou qu'on parle la plus petite des préoccupations d'un habitant, qui est parfois uniquement le trouble de voisinage. Quand un maire appelle suite à l'appel d'un habitant et qu'on n'a pas de réponse policière, ou dans des délais qui ne sont pas entendables pour un habitant, là aussi il faudra fixer des objectifs chiffrés. Aujourd'hui, s'il faut un effectif de police 22 minutes pour intervenir, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif pour progresser? Et il faudra l'écrire avec vraiment des mesures d'impact.
Là où je voulais également faire un point, c'est sur l'aspect des partenaires à mettre autour de la table. Je pense que la notion d'intercommunalité, elle est importante. Le maire, effectivement, est celui qui prend les décisions en matière de sécurité dans sa commune. C'est absolument pas à remettre en cause. En revanche, vous êtes plutôt dans des positions de maires de communes importantes. Et nous, dans notre profil de communes plutôt moyennes, on est dans des périmètres qui lient l'urbain, le rural, la zone police, la zone gendarmerie. Et c'est bien l'intercommunalité qui, quand même, à un moment donné, est le socle qui permet, en tout cas, aux gens de se parler et aussi d'organiser la stratégie. Et si on limite, en fait, les interlocuteurs au maire, à l'État, on risque d'avoir un problème d'efficacité, tout simplement, parce que, surtout sur nos petits territoires, on ne peut pas entendre la sécurité publique au périmètre d'une seule commune. On commence d'ailleurs ici ou là à réfléchir à la coopération intercommunale, forcément. On sait très bien que les délinquants, la délinquance ne s'arrête pas à la frontière d'une commune et qui passe allègrement, surtout avec les moyens de transport aujourd'hui. Je parle de voitures volées. Donc, on a ça. Tu voulais intervenir ? Oui, je t'en prie. Merci. Non, je ne suis pas une va-t-en-guerre, je ne demande pas. Mais dans une commune comme Roubaix, où on est entouré d'autres villes qui ont des polices municipales qui sont armées, c'est compliqué d'avoir des opérations conjointes et d'avoir un travail intercommunal. Ensuite, l'île Aglo, les effectifs qu'elle est là, nous sommes dans l'île Aglo, et lorsqu'il y a des conflits sociaux dont on sait maintenant qu'à la fin, il y a des émeutes et mises à sac de la ville, donc l'île est aussi confrontée à ça, qu'en même temps on a un événement au Grand Stade, au stade Pierre-Mauroy, et que pour peu, discrètement, on ait envoyé quelques effectifs aussi sur la côte. On reçoit un petit coup de téléphone de la DDSP. Mademoiselle Connel, je tiens à vous prévenir que le 17, pour les heures qui viennent, c'est la police municipale. Bon. Donc, on fait le 17. C'est-à-dire qu'on est réquisitionné par la police nationale. Je ne vois pas le maire dire non. Et on envoie... Alors, moi j'ai mis des limites quand même, j'ai dit attention, mais ils sont casqués, LBD, PIE, gazeuse, mais oh oui, mais vous savez, s'il y a une querelle entre cubains, mariés ou pas mariés, enfin, etc., les fusils sortent très vite, et vous êtes confrontés à ça, donc le 17, police municipale va se retrouver confrontée à ça. Moi, je préviens, si l'APM me prévient qu'il y a des armes, il se retire immédiatement. Alors c'est dans cet esprit-là où l'État demande de plus en plus aux polices municipales qui deviennent de plus en plus professionnels. Nous, à Roubaix, on a beaucoup de gendarmes, et le directeur, c'est un colonel en disponibilité de 44 ans, qui a dirigé la Réunion, donc il sait, il connaît, il a porté l'arme létale, ça lui fait rien de venir dans une police qui n'en a pas. Et l'arme létale, le principe, c'est pas de la sortir, mais en cas de besoin, de pouvoir la sortir. Et c'est quand même invraisemblable que lorsqu'il y a des opérations conjointes qui sont demandées aussi par l'État, la police municipale, s'il y a des tirs, va aller se réfugier derrière les véhicules ou derrière un mur d'un jardin, parce qu'elle ne peut pas appuyer ses homologues de la nationale. Donc c'est pas, je veux pas qu'ils défouraillent à tout crin, qu'ils tirent dans tout et dans les coins, mais il faut quand même être logique. On va avoir de l'État de plus en plus une demande que la police municipale intervienne sur des dossiers de plus en plus lourds. Il faut que les polices municipales puissent le faire. Alors maintenant, les petites communes qui souhaiteront rester en dehors de l'armement, ça ne s'appellera pas police municipale, mais pour les grandes villes, le problème se pose. Je crois que, madame, vous illustrez parfaitement ce dont on parle sur la gouvernance de la sécurité. On est venu à un stade extrême chez vous, où on vous passe un coup de fil et on vous dit maintenant vous faites le 17, nous on fait autre chose, ça nous intéresse plus. Je veux dire, où on va? Non mais je veux dire, c'est pas... Moi je vous plains, je veux dire, je vous soutiens, il faut refuser. Je veux dire, c'est à la police nationale d'assurer le 17 et des moyens de... Ah mais non,
Ils sont tous... Ah non, non, mais ils ont des effectifs pour aller faire le stade, etc. Donc l'ordre public, c'est la sécurité de vos habitants déjà. S'ils sont affectés dans la circonscription, c'est pour ça. Moi je dis, il faut refuser de faire... c'est un conseil que je vous donne, d'écrire au préfet en disant, ce n'est pas une réquisition, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Mais ça illustre en tout cas le débat. C'est que demain, vous faites le 17. Demain, pourquoi on ne va pas vous donner des pouvoirs judiciaires, puisque vous irez faire l'affaire de stup, etc. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tout ça. Il faut, je veux dire, vous voyez, quand on a ça, je veux dire, on est arrivé là, au bout du bout. Vous voyez, on a fait des efforts, les municipalités, on a recruté des policiers municipaux, on a mis des moyens, etc. L'État se retire, etc. Et on va continuer comme ça. On va faire payer le contribuable encore plus cher. Il faut arrêter. La France urbaine prendra une position ferme pour défendre. Moi, je pense qu'il faut le faire dans ces moments-là, parce que c'est vrai que j'avais eu d'autres expériences qui avaient été citées dans notre commission, où on avait carrément la municipalité qui se substituait à la police nationale. Et je comprends l'environnement, c'est plutôt que tu dépeins, quand toutes les communes autour ont des polices municipales armées. Hein. Parce qu'il faut imaginer la pression comme elle se fait de manière différente. Et puis avec les organisations syndicales, puis ça va vite derrière. Ça se répand assez vite. Hein. C'est pour ça que je citais les évolutions qu'on a connues un peu partout. Hein. Le maire de Lyon en parlait l'autre jour, hein, puisqu'il m'a dit qu'il allait armer d'armes létales la police municipale à Lyon. Donc, elle l'est, ça y est. Ça y est, bon, voilà. Donc, ils ont une bac la nuit, moi j'ai une sortie aussi de nuit maintenant. Mais bien sûr, il faut bien qu'on apporte des réponses quand même, ou qu'on essaye d'apporter des réponses. C'est pour ça que nous proposons cette démarche nouvelle à l'occasion d'un événement majeur, c'est l'élection présidentielle. C'est-à-dire, si on ne profite pas de cette élection pour, dès le lendemain, prendre une démarche au titre de France urbaine pour dire nous voulons ce contrat, nous voulons ces contrats, nous voulons cette gouvernance partagée, on verra quelles seront les réponses qui nous seront faites, mais si on ne fait pas cette démarche, on va continuer une chose sans fin, quoi. Voilà. On poursuit, hein. Peut-être, oui, je vous en prie, et puis après on parlera aussi un petit peu, quand même, de la radicalisation et de l'terrorisme. Bonjour, Catel Parent, je suis directrice des finances de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc j'apprends beaucoup en participant à cet atelier sur une thématique qui m'est très peu connue. Moi je la vois d'un autre angle, c'est l'angle, non pas les relations avec le ministère de l'Intérieur, mais le ministère des Finances, avec notre receveur des Finances qui par ailleurs menace de refuser de payer les heures supplémentaires des effectifs de police municipale. Donc au vu du contexte que vous décrivez et les sollicitations multiples de l'État de la police municipale, nous on a cette question, bon, je ne sais pas si elle se retrouve dans vos communes, diverses communes. Non, pas du tout. Moi je les réquisitionne quand ils veulent pas. Hein. Sur d'autres sujets, c'est ça? Sur d'autres sujets, mais... Ah ouais, bah, nous c'est effectivement un point, j'ai l'impression qu'il serait... réquisitionne. Tout à fait, oui, et qu'il en serait lui aussi confortable. Pourquoi il refuse de la... Oui, dépassement du seuil des heures supplémentaires. Et, voilà, donc on a aussi un fonctionnaire d'État qui intervient dans le jeu d'activité. Il pourra intervenir au ministère de l'Intérieur, parce que des heures sup, il n'y en a pas mal. On le disait tout à l'heure, pour les finances, on avait d'autres débats. Il y a des endroits où la DRFIP ne veut pas avoir un fonctionnaire municipal pour mettre à jour les bases locales de la fiscalité locale. Et puis il y a des endroits où il y a, pour des raisons différentes, là tu viens de citer la police, mais là parce qu'ils pourraient voir des fichiers individuels, des cas de déclaration d'impôts individuels. Et puis il y a des endroits où il y a des conventions qui sont passées entre les villes. Donc ça dépend beaucoup des... Mais je pense que des fonctionnaires d'État qui... c'est un fonctionnaire d'État qui dépasse vraiment manifestement leurs droits, il faut les remettre à leur place. Franchement, c'est assez surprenant. Ça ne manquerait plus que ça quand même. Vous n'êtes pas en cessation de paiement. J'ai vu Robert tout à l'heure, il n'avait pas l'air très inquiet. Bon, on parle un petit peu parce qu'on avait un volet qui suscitait d'ailleurs chez nous aussi des débats, des discussions, à savoir les propositions qui peuvent être faites en matière de lutte
contre le terrorisme et la prévention de la délinquance. Bien évidemment, je voudrais l'affirmer tout de suite, la lutte contre le terrorisme et la prévention de la délinquance, si elle concerne tous les citoyens et, a fortiori, bien sûr, les collectivités locales, c'est la responsabilité première de l'État. Ça, c'est absolument, absolument évident. Mais maintenant, à l'occasion, à n'importe quelle occasion d'ailleurs, il y a des dialogues qui s'instaurent entre la collectivité locale et les forces de l'ordre, la préfecture et les forces de l'ordre, à l'occasion de la moindre manifestation. Puisque maintenant, aujourd'hui, nous sommes tenus de prendre des dispositions qu'on nous impose d'ailleurs, bien souvent, de protection, de périmètre, de site. Et ça, c'est l'État qui dit, ben là, je pourrais interdire cette manifestation si, manifestement, vous ne prenez pas les dispositifs ou les dispositions, oui, il peut. Si vous ne prenez pas les dispositions nécessaires pour protéger l'accès, par exemple, des véhicules, c'est souvent le cas en ce moment, quels sont les blocs que vous allez mettre, les dispositifs anti-intrusion, etc., etc. Donc, ça, c'est un des points sur lesquels on va attirer l'attention, de savoir qu'il est nécessaire qu'il y ait un échange, qu'il y ait un dialogue. Je crois que ça se passe pas trop mal. Enfin, d'après les retours qu'on a sur ça, il y a, en général, avec les préfets, il y a un échange. Je le mets en débat. Si c'est pas le cas, vous pouvez intervenir sur ce point. Le deuxième, c'est les moyens financiers qui sont mis à disposition. On va commencer un truc simple, sécurisation des écoles, FIPD. Voilà, non, mais le truc très simple, sécurisation des écoles, FIPD, est-ce que vous pouvez faire financer la sécurisation de vos écoles par ce fonds? Qu'est-ce qu'on peut faire financer? Est-ce qu'on peut faire financer les tasers, combien sont mis? Je donne un exemple, etc. Combien est mis la vidéoprotection, etc. Et puis, le troisième sujet qui me semble, moi, important, c'est est-ce qu'il y a un échange d'informations? Je dis bien d'informations, nous ne demandons pas à gérer, en tous les cas, pas moi à Dijon, et je suppose pas vous dans d'autres villes, j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui le demandaient, nous ne demandons pas à gérer, nous, le suivi des fiches S à haut niveau de nos communes. Et j'ai vu qu'il y avait des maires qui le demandaient, mais donc sans esprit polémique, nous ne demandons pas, en tous les cas à France-Urbaine, nous ne le demandons pas. Par contre, nous demandons à avoir de l'information, et nous demandons à ce que les préfets nous réunissent régulièrement pour nous faire l'information. Je crois qu'ils le font, on peut leur rappeler s'ils ne le font pas assez, pour nous dire où ils en sont, et puis nous, des informations que nous donnons, avoir un retour sur l'information que nous donnons. Quand on indique quelqu'un que l'on sait en voie de radicalisation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu un suivi? Ça, c'est ce qu'ils nous doivent en échange de l'information que nous donnons. Voilà ce qu'on peut dire sur ces points-là. Si vous voulez, on peut, dans le quart d'heure qui vient, avoir un échange sur cela, améliorer encore, peut-être, ou faire des propositions. On est à disposition pour échanger sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des demandes de parole sur ces sujets? Oui, bien sûr. Bonjour, Madame Latcave, communauté urbaine de Dunkerque, je travaille auprès du DGS. Il y a 18 communes et les communes sont effrayées par les exigences de l'État et donc des coûts supplémentaires liés à des événements sur leur commune. Donc en fait, récemment, on a essayé de trouver des clés de répartition intelligentes et surtout satisfaisantes. On a sorti une enveloppe de 500 000 € qu'on a répartie pour les communes. On a mis un minimum de 1 000 € pour les toutes petites communes. Donc même la Crawiquette, qui est du décortiquage de crevettes, a droit à sa subvention de 1 000 €. Et on a demandé à chaque commune de faire l'inventaire de ces événements de l'année, d'évaluer le budget et l'augmentation que ça représente. Et on a mis également un seuil différent pour les événements de plus de 5 000 personnes et les événements de plus de 10 000. Festival, carnaval, voilà. Ça, c'est la communauté urbaine qui le prend à sa charge. Oui. Et vous avez fait appel, vous utilisez le FIPD, vous avez fait des demandes, et ça, c'est chaque commune. C'est en dehors. C'est en dehors. Donc ça, c'est un fonds, c'est intéressant comme information, c'est un fonds que vous avez décidé.
Oui, le contribuable local paye, bien évidemment. Et l'État ne participe pas là. Ah non, c'est nous. Mais ça répond à des demandes que l'État formule en matière de sécurisation, je ne sais pas, du carnaval, moi je sais rien. Les exigences et les contraintes que vous connaissez tous pour les événements. Alors, l'autre contrainte également que l'on a imposée, on aide les communes que pour des événements organisés par les communes. L'argent ne va pas aux associations. Bon, après, c'est la commune qui voit, mais nous, on ne parle que d'événements municipaux. Mais ça représente, les maires ici présents, les adjoints, etc., le savent. Quand je parlais de la sécurisation des établissements scolaires, sécuriser les établissements scolaires, c'est pas simple. Alors bon, une fois qu'on a mis des cadenas, la visio, protection pour l'arrivée, etc., voilà, des liens, après, vous allez avoir un grillage sur 200 mètres, on va dire non, il faudrait un mur. Après, quand vous aurez fait le mur, on vous dira moi, ça ne va pas. Voilà, donc c'est vrai que c'est très compliqué. On est confronté à ça. Je crois que le dialogue qui s'instaure avec l'État en la matière est plutôt bien, sauf que c'est les communes qui assument financièrement les 3/4 ou les 4/5 de ces dépenses nouvelles. Et nous, par exemple, en secteur sauvegardé, à Dijon, mettre des blocs de béton, c'est interdit par l'architecte des monuments de France. Des monuments historiques, et donc il faut trouver autre chose. Alors, on fait des bancs en pierre, on donne des bancs en pierre partout, au moins ça servira pour les seniors quand ils veulent se reposer un peu. Voilà. Mais je ne crois pas qu'il y ait un vrai sujet de débat de ce que je sens là. Bon, il n'y a pas de demande d'intervention supplémentaire. Alors, moi je vous propose qu'on conclue. On est heureux d'être ensemble, enfin, bon, c'est plus des échanges, on arrête. Si vous en êtes d'accord, nous pourrions tirer comme conclusion de cela, en remerciant Gilles, Nicolas de la proposition qui a été faite, la reprendre et la retravailler peut-être au sein de la commission que nous avons, mais reprendre cette idée d'une gouvernance partagée, lancée et locale, lancée à l'initiative des maires, des municipalités, avec l'État dans la volonté de contractualiser avec l'État pour que chacun sache les moyens qu'il peut mettre sur les objectifs qui sont partagés. Je crois que c'est ça l'idée majeure, et le faire dès le mois de juin pour lancer et que ça s'impose au service de l'État. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu complexifier, je ne voulais pas qu'il y ait un troisième interlocuteur de société privée à la table de négociation ou du contrat. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'oublie pas qu'il y a aussi, qui concourent à la production de sécurité, des sociétés privées qui peuvent être mobilisées, d'ailleurs, par 9 fois sur 10 par les collectivités locales qui les payent, d'ailleurs. Voilà. Donc, on pourrait retenir ça. Bien sûr, vous aviez, je crois, dans les petites fiches qui vous ont été distribuées, ce que nous avions demandé concrètement avec le président de France Urbaine et Gaël Perdriau quand on avait été rencontrer Bernard Cazeneuve, à savoir, on a mis cela pour mémoire, l'accès, je l'ai dit, aux fichiers, les contrôles d'identité pour les agents de police, expérimentation, police municipale, enrichir les formations liées, je crois que c'était très important, aux différents types d'armement, élargir les compétences de fermeture administrative. Ça a été demandé concrètement dans la commission, parce que ça c'est un pouvoir du maire, ça devrait être un pouvoir du maire. Aller demander au préfet de bien vouloir accéder à notre demande, alors que voilà, très bien, les réductions d'horaires, on a retenu les échanges de bonnes pratiques, et puis créer une école nationale avec des déclinaisons régionales, surtout de police municipale, de formation pour former au métier de la sécurité. Je crois que c'est une bonne démarche. Ça pourrait nous servir de conclusion. Et donc, si vous ne voyez rien à ajouter, eh bien, je vous propose de lever la séance. Merci.